avait adopté à l'unanimité ce projet de loi de finances exercice 2019. Présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à plus de 10 milliards de francs congolais, soit un taux de régression de 0,01% par rapport à son niveau de 2018, de l'ordre de 10 milliards 353 millions de francs congolais. Selon le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia, qui l'a présenté au Conseil des ministres, ce projet de loi découle du cadre budgétaire à moyen terme. Il se fonde sur les mesures d'encadrement définies dans la lettre d'orientation de l'exercice 2019 et sur les directives de la circulaire relative à la loi des finances 2019. Pour le Premier ministre Bruno Tshibala, la primeur est réservée aux élus du peuple. Comme des traditions, je viens de déposer ces jours au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances de l'exercice 2019 ainsi que celui de la réduction des comptes pour 2017. Pour les détails, je vous demande de patienter et d'attendre la plénière qui sera consacrée à l'examen de ces deux textes, étant entendu que la primeur est réservée à la représentation nationale. En outre, le Conseil des ministres avait également adopté 7 autres projets de loi. C'est ce jeudi que la Commission électorale nationale indépendante rencontrera les candidats présidents de la République. La veille de cette activité, l'on enregistre déjà des réactions. La dernière en date est celle d'une coalition des candidats présidents qui appelle la CENI à imprimer les bulletins papier pour les élections du 23 décembre au détriment de la machine à voter. Une demande mal accueillie par les responsables de la centrale électorale qui invite les candidats présidents à tenir compte de tous les paramètres pour ne pas, dit-elle, brûler le pays qu'ils prétendent diriger demain. Dans sa mission d'institution d'appui à la démocratie et d'assurer l'indépendance dans le processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante invite par conséquent tous les candidats à l'élection présidentielle à participer à une réunion importante prévue ce jeudi 4 octobre, 24 heures bien avant. Une coalition de 7 candidats à président ont voulu donner de la voix en sollicitant l'utilisation des bulletins de vote pour les élections du 23 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante doit maintenant procéder sans désemparer à l'impression du bulletin de vote papier, seul mode de vote prescrit par le législateur congolais pour les scrutins en cours. Nous exigeons le respect et l'application stricte des lois de la République par le CESAC en matière de communication. Nous exigeons l'accès de façon égalitaire de tous les candidats présidents de la République aux médias publics et même privés. Nous appelons le CESAC à organiser des émissions appropriées pour permettre aux différents candidats de s'exprimer. Une demande qui n'a pas rencontré les attentes de la centrale électorale, qui invite par conséquent les candidats à tenir compte de tous les paramètres pour que les élections soient effectives selon le calendrier électoral. Ce qu'ils nous ont dit là, c'est la parole de l'évangile. Et dès qu'ils ont parlé, ça s'est fait. Sans argent, sans toutes les préalables. Nous recevons les futurs dirigeants du pays, nous ne suivons pas les activistes. C'est ce que nous recevons demain ceux qui prétendent diriger le Congo. À eux de protéger le Congo. Le Congo ne nous appartient, leur appartient parce que parmi eux 21, un va diriger dans moins de 100 jours. Le groupe de 7 exige également l'accès équitable de tous les candidats aux médias publics. La CENI qui a adressé une correspondance à la Cour constitutionnelle afin d'avoir des éclaircissements sur les 2 arrêts rendus, dans l'un invalidant les candidatures de Nzama, Kashiki et Mfumu-Nzanza sur requête du parti Lumumbiste unifié et l'autre validant ces 3 précités. La Cour a convoqué une audience pour statuer sur l'affaire et a décidé de se prononcer dans un délai légal. Nous trouvons devant l'embarras de choix. La Commission électorale nationale indépendante sollicite auprès de la Cour constitutionnelle la correction matérielle de 2 arrêts contradictoires. Et c'est en vertu de l'article 93 de la loi régissant cette Cour. Le regroupement politique par Louis Allier a tenté par des artifices juridiques sordides d'entraîner la haute cour dans la boue, notamment en la saisissant par des requêtes abscons, kafkaïennes, inintelligibles,
et avec une signature scannée. La signature du patriarche Gizenga a été imitée, scannée. Donc la haute cour ne peut pas être saisie dans ces conditions. Donc, nous estimons qu'il est de bon droit que la haute cour puisse recadrer les choses. Vous savez combien le peuple a attendu que la Cour constitutionnelle soit installée. Elle est gardienne de la Constitution. Elle ne peut pas tolérer que le Palou vienne en catimini vouloir violer de manière flagrante les droits des citoyens congolais. Toutes les parties qui ont été mises en cause par le Palou n'ont pas été appelées à l'audience. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir se défendre. Certains ont été surpris d'apprendre qu'il y avait audience qui sollicitait leur invalidation. Donc pour toutes ces raisons, nous avons des raisons de croire que la Cour constitutionnelle va statuer sereinement et qu'elle va débouter les Palous de toutes ces prétentions inouïes et ineffables. Devant cette situation, il revient à la haute juridiction de fixer la CENI et les avocats des requérants estiment que la Cour va donner raison à ces partis qui ont été injustement accusés par le Palou. Car sur le plan de la forme, les avocats ont démontré que la signature du patriarche était un faux. Et au niveau du fond, les avocats ont estimé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts et attendent la réhabilitation de leurs clients. Jusqu'où ira le Palou? Après avoir mis le feu sous sa case, voudra-t-il encore bouffer ses propres fils? En instant, le regroupement politique Palou et Alliés était face à ses militants ce 3 octobre. Au cœur de l'échange, la situation générale du pays et l'évaluation du processus électoral. Il invite ses militants à rester réunis, mobilisés et s'abstenir de prêter oreille aux discours démobilisateurs d'où qu'ils viennent. La situation générale et le processus électoral, deux points au centre de cette rencontre entre le militant et cadre du regroupement politique, Palou et Alliés. Le siège du Palou, envahi par ses militants, certains escaladent même le mur mitoyen pour écouter la déclaration politique de regroupement. Henri Thomas Lekondo, deuxième vice-président, livre la quintessence de la rencontre à travers un message signé par le patriarche Antoine Gizenga. L'homme a déploré avec fermeté le massacre de population de Béni. Le gouvernement congolais de prendre toutes les dispositions utiles afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Concernant l'invalidation par la Cour constitutionnelle de la candidature d'Antoine Gizenga, les regroupements politiques, Palou et Alliés, argumentent. Malgré ce coup dur, le regroupement Palou et Alliés appelle les militants et militants sympathisants ainsi que toute la population, les candidats députés provinciaux et ces 487 candidats députés provinciaux nationaux, car la lutte continue et le peuple vaincra. À la question relative à l'utilisation de la machine à voter, le regroupement politique Palou et Alliés constate. Nous disons qu'il faut qu'il y ait un dialogue pertinent, profond, un débat de fond sur la machine à voter. Tout ce qui doit être fait par la CENI doit être conforme à la loi et conforme à son propre calendrier. Les regroupements Palou et Alliés réaffirment son autonomie et son indépendance dans son engagement politique pour le triomphe de ses objectifs. Et puis cette série de sensibilisations menée par la présidente nationale du parti politique Alliance congolaise pour l'émergence et le travail, Geneviève Inagossi, à Wamba, sa circonscription électorale. Nous sommes là dans le Haut-Touélé. La députée nationale a mis à profit ses vacances parlementaires pour sensibiliser toutes les couches de la population de Wamba sur le processus électoral et l'apprentissage de la machine à voter. Initiative saluée par les habitants de ce territoire qui louent les actions de la présidente d'A7 en cas de besoin. Après avoir eu pour cible les femmes dans la précédente étape, la présidente de A7 s'est focalisée cette fois sur les pygmées qu'elle est allée chercher dans leur campement. Ceux-ci ont été soumis à l'exercice de l'expérience de la machine à voter, une première fois pour la grande majorité d'être en contact avec un ordinateur. Ils ont donc souhaité l'intensification de cette activité dans tous les coins et recoins du territoire, demandant ainsi aux autorités de la CENI de poursuivre la sensibilisation. A exprimé tout son soutien au candidat du FCC, Emmanuel Ramazani, présenté par le numéro 1 de A7. Ses fils et fils de ce territoire ont par ailleurs demandé à la Saouti à Wamba, la voix de Wamba, Geneviève Inagossi, d'être leur porte-parole
auprès du chef de l'État et de leurs candidats. Décès du ministre sud-africain de l'Environnement le 22 septembre dernier, le vice-ministre des Affaires étrangères est allé au nom du chef de l'État Joseph Kabila et du gouvernement présenter ce mercredi les condoléances à l'ambassade de la République sud-africaine en RDC. Accompagné d'une forte délégation, Gema Tembo a signé le livre des condoléances au nom du gouvernement. Ce dernier a fait comprendre à ses interlocuteurs le regret ressenti par le pays de Joseph Kabila lors de l'annonce de la mort d'Edna Molewa, ministre de l'Environnement. Plus de construction des bâtiments et des chaussées sans un test de matériaux à utiliser, c'est la résolution de l'échange entre le ministre de l'Urbanisme et Habitat et les investisseurs sud-africains de la société IMP venus pour l'installation ici à Kinshasa du laboratoire de test des engins de construction de bâtiments. Juste après, Joseph Kokonyangi a échangé avec le directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications sur la protection du patrimoine immobilier de l'État. Fini les constructions des bâtiments et chaussées sans test de matériaux au préalable. Décision prise par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi Witanene. Ceci après adoption au Conseil des ministres de l'installation d'un laboratoire de tests de matériaux en République démocratique du Congo. Après la visite de ces laboratoires à Johannesburg en Afrique du Sud, les investisseurs sud-africains de la société IMP et Scientific Materials Testing ont été reçus en audience par le patron de l'Urbanisme et Habitat. Ces derniers se disent satisfaits de la rencontre avec les autorités congolaises de l'habitat. C'est avec un plaisir que j'ai été reçu par son Excellence, Monsieur le Ministre, pour le suivi sur les discussions que nous avons eues pour fournir les équipements des structures de construction pour permettre à ce que le standard dans les constructions soit respecté. Plus de morts, des suites d'écroulement des maisons après leur construction. Ingénieurs et propriétaires appelés au test de matériaux obligatoires avant tout travaux de construction. Parce que le gouvernement de la République a accepté de financer ce projet, l'argent est disponible et d'ici là les Congolais vont assister à la réception de toutes ces machines. Donc tout est fin prêt. Ils sont venus pour finaliser le contrat. Et nous venons de le finaliser il y a peu, et donc il rentre demain. Et bravo au gouvernement d'Union nationale, parce qu'ils sont en train de travailler pour le social du Congolais, qui est notre troisième mission après les élections. Le contrôle des matériaux et l'installation des laboratoires à Kinshasa est une initiative pour éviter le pire. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Autre audience, c'est celle accordée au directeur général de la Société congolaise des postes et des télécommunications, SCPT en sigle. Celui-ci est venu présenter au ministre de l'Urbanisme et Habitat plusieurs cas de spoliation des maisons et terrains de cette entreprise de l'État congolais. Nous remercions son Excellence pour sa disponibilité et son engagement d'accompagner la Société congolaise de postes et télécommunications dans un travail qui a été déjà entamé par le Président de la République en ce qui concerne les biens immobiliers de la société. La SCPT devra être remise dans ses droits, assurance faite par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui a pour mission de sauvegarder le patrimoine immobilier de l'État. Dans le cadre de sa tournée de dialogue social à travers les communes de Lubumbashi, le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandé, était mardi à la commune annexe. Les habitants de cette municipalité lui ont présenté multiples doléances en espérant trouver des solutions. Rester à l'écoute de la population pour s'imprégner de ses difficultés quotidiennes en vue d'arriver au développement de la République démocratique du Congo et de la province du Haut-Katanga. Tel est le mobile de plusieurs rencontres initiées par le gouverneur Célestin Pandé Kapopo. Et ce mardi, il était face à la population de la commune annexe. Le gouverneur a eu des mots clairs en exhortant la population de cette commune à s'adonner aux travaux des champs, compte tenu de sa vocation de grenière de Lubumbashi. La population a présenté ses difficultés liées à l'agriculture, notamment en ce qui concerne la distribution abusive des lopins de terre aux particuliers par les services de cadastre
et l'abandon dans certains quartiers des rejets provenant des entreprises minières. La construction des écoles publiques, l'installation et la réhabilitation de l'énergie électrique ont aussi constitué la demande de la population au gouverneur de province. La population a aussi plaidé pour la réhabilitation des artères principales pour désengorger les 28 quartiers et le forage de puits pour une eau potable. Célestin Pandekapopo, gouverneur de province, a répondu aux préoccupations de la population. Nous allons vous aider avec la sémence et les engrais. À vous de préparer les terres où vous allez cultiver. La commune de Lubumbashi sera la dernière étape de concertation et conscientisation de la population initiée par le gouverneur Célestin Pandekapopo. Célestin Pandekapopo qui a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un hôpital moderne dans la zone de santé de Kampemba. Il a ensuite procédé à la remise d'un groupe électrogène du type industriel. Ceci est la matérialisation d'une promesse faite. C'est par des klaxons de motocyclettistes que Célestin Pandekapopo a été accueilli à son arrivée dans la commune Kampemba. L'autorité provinciale du Haut-Katanga revient dans cette partie de la ville de Lubumbashi un jour seulement après y avoir tenu un dialogue social avec sa population. C'est justement pour répondre à certains problèmes posés au cours de ce face-à-face que le gouverneur du Haut-Katanga est revenu dans la commune de Kampemba. Pour rappel, la dite commune connaît un criant manque d'infrastructures sanitaires. C'est plutôt une ancienne maison d'habitation datant de l'époque coloniale qui abrite l'hôpital général des références. Ici, rien n'est rassurant les patients. Vieux labo. Les femmes accouchent sur les morceaux de feuilles métalliques. Le bâtiment est vétuste et crasseux. Ainsi, ces décors a créé de l'amertume dans le chef du numéro 1 de la province du Haut-Katanga. Pour apporter une solution définitive à ce problème, Célestin Pandekapopo a posé la première pierre pour la construction d'un hôpital moderne, le premier de l'État dans la commune, sur un espace de 90 mètres sur 60. Nous devons dire merci au chef de l'État. Je viens de poser la première pierre et de demain les matériaux vont arriver pour l'érection d'un hôpital moderne ici. Le médecin-chef des zones de Kampemba, Hugues Kakompe, a eu du mal à contenir ses émotions. Ça fait plus de 15 ans que notre zone de santé n'avait jamais vécu un événement de ce genre. De l'utile à l'agréable, le gouverneur du Haut-Katanga a remis un groupe électrogène pimpant neuf d'une capacité de 105 kVA à cette structure de santé et a promis un quota mensuel de carburant pour l'alimentation. C'était avant de prendre in globo les frais de santé de tous les malades. Ces actions de l'autorité provinciale du Haut-Katanga constituent tout simplement des réponses aux problèmes posés directement par la population et cela s'appelle la gestion de la cité par une politique de proximité. De son côté, le gouverneur du Sud-Kivu, lui, est de retour à Bukavu après une semaine de travail passée ici à Kinshasa, capitale des institutions de la République. Claude Nyamugabo a affirmé à notre correspondant qu'il a pris des contacts fructueux avec certaines autorités en vue d'obtenir leur contribution pour le financement de certains projets dans l'intérêt de la province. Le gouverneur du Sud-Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, vient de boucler son séjour d'une dizaine de jours à Kinshasa. C'est en début d'après-midi que l'autorité provinciale a foulé le tarmac de l'aéroport de Kavumu, où il a été accueilli par une aide d'honneur composée d'officiels tant civils que militaires, ainsi que ses plus proches collaborateurs. L'agenda de Claude Nyamugabo dans la capitale congolaise prévoyait une série d'activités, notamment la participation à sa triple qualité de haute personnalité signataire de la charte du Front commun pour le Congo, de gouverneur de l'une des provinces de l'ancien Grand Kivu et de haut cadre du PPRD à la réception de soutien au candidat du FCC à la prochaine présidentielle. Le gouverneur Nyamugabo a également mis à profit son séjour à Kinshasa pour effectuer certains contacts avec les hautes sphères de la République en vue d'obtenir le financement nécessaire, l'exécution de certains projets retenus dans le cadre du programme gouvernemental. De nombreuses femmes de Kavumu, membres du PPRD, ont réservé un accueil digne au gouverneur Claude Nyamugabo, leur secrétaire exécutif fédéral et fils du terroir, lui témoignant ainsi leur indéfectible soutien. Avec le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, qui a participé à un culte organisé à l'église Fepako, Nzambe Malamu et l'église Agneau de Dieu lors de la clôture du mois évangélique. Accompagné de son épouse et quelques membres de son gouvernement, l'objectif était de soutenir l'œuvre de Dieu.
c'est l'image d'une vie en symbiose. Pour Bobo Boloko, c'est un jour de visite. D'abord, à l'église Fepa Konzambe Malamu, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu est accueilli par le responsable et les fidèles de cette église, conduite par le révérend pasteur Claude Chipamba. Dans son homélie, l'officiant du jour a demandé aux fils et filles de Dieu de la reconnaissance envers leur Créateur, tout en s'inspirant du livre de Psaume de David au 103e verset du chapitre 1. Excellence, à la fin du culte, le gouverneur prend la parole. En bon père de famille, le numéro 1 de la province de l'Équateur a remis une somme de $2000 américains comme transport de serviteurs de Dieu et a promis de s'impliquer personnellement pour la construction du temple de cette église. La même délégation a pris la direction de l'église Agneau des Dieux où le même geste a été posé. La reconnaissance que toute autorité vient des dieux, Bobo Boloko s'est mis à genoux pour recevoir la bénédiction divine de main du numéro 1 de l'église Agneau des Dieux, l'évêque Jean-Martin Ekota. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé ce mercredi le projet de loi de finances exercice 2019 au bureau de l'Assemblée nationale. Ce budget a été évalué à environ 6 milliards de dollars américains. Rencontre au CENI, candidat président de la République jeudi 4 octobre. Une coalition des candidats plaide pour l'impression des bulletins papier pour les élections du 23 décembre au détriment de la machine à voter. Proposition mal accueillie par les responsables de la centrale électorale. Merci de votre attention soutenue. L'actualité continue sur télé50.com. Restez branchés sur nos antennes. Curiosité et pertinence. Efficace.